Salut les Team Evolution, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Ce soir, je te fais mon premier rack. Mon premier rack, qu'est-ce que c'est? C'est réponse aux commentaires. Je me suis dit, plutôt que de répondre à chacun individuellement, pourquoi? Parce que j'arriverai pas à vous répondre à tous là pendant la saison estivale, étant donné qu'elle commence à démarrer plein pot avec les formations, et puis je vais pas tarder à partir en trek aussi, donc je vais pas avoir beaucoup de temps disponible pour vous faire un retour écrit. Donc je me suis dit, bah pourquoi pas faire un rack, hein, comme je te le dis, réponse aux commentaires. Et puis il y a des commentaires qui valent vraiment le coup, donc ils méritent un petit peu d'être développés, et puis on en parle ce soir. Alors, premier commentaire, il y a eu des commentaires sur comment ça s'appelle, sur le comment descendre en moulinette sécurisée. Il y a eu un commentaire, je me rappelle plus qui est-ce qu'il l'a fait. Je crois que c'est Xavier si je me trompe pas. Et puis qui disait oui voilà, la FFME préconise la descente sur 2 points, c'est-à-dire sur la vache et sur ton nœud d'encordement. Voilà. Alors pourquoi la FFME préconise sur 2 points? Ça va être très très simple, je vais t'expliquer, parce que plus on avance et plus l'escalade devient, comment dire, ça se démocratise en fait, hein, donc elle est pratiquée par diverses, comment dire, diverses personnes qui viennent découvrir l'activité. Et ils se sont aperçus qu'avec 2 points, il y avait moins d'accidents, tout simplement. Donc on évolue, c'est tout simplement, c'est une évolution. Par contre, moi, à mon point de vue, rajouter des points supplémentaires, etc., c'est bien, c'est sécurisant, mais ça peut, comment dire, ça peut être une confusion pour les gens. C'est-à-dire que quand tu commences à monter ta moulinette, voilà, tu es en moulinette, tu montes en tête, etc., tu mets tes dégaines, tu arrives au relais, la base, hein, ce qu'on faisait avant, on se vachait, on faisait une vache avec la corde de réserve, enfin la corde d'assurage à son baudrier. On défaisait son nœud d'encordement, on le passait dans l'anneau, on refaisait son nœud d'encordement, on était repris sec, et ensuite, tout simplement, eh ben, on se dévachait et on redescendait tranquille. Voilà, notre seconde cordée nous faisait descendre tranquille. Maintenant, actuellement, qu'est-ce qui se passe? La FFME, bah bien sûr, elle préconise beaucoup de choses, hein. C'est dans un but sécuritaire. Mais moi, ce que je te dis, c'est de te poser des questions. C'est de te poser des questions, pourquoi? Parce que si tu arrives à faire ton nœud d'encordement en bas, pourquoi tu n'arriverais pas à le faire en haut? Voilà. Donc, si tu n'arrives pas à le faire en haut, c'est parce qu'en fait, il y a un petit peu de stress, c'est un petit peu haut, etc., etc. Donc, ton nœud d'encordement doit être fait correctement. Donc, entraîne-toi. Si ce n'est pas maîtrisé, entraîne-toi et entraîne-toi. Ensuite, il peut y avoir des erreurs aussi avec ton mousqueton, ta vache. Ça peut être mal verrouillé, ta vache peut être mal faite. C'est une hypothèse aussi, hein. Donc, le problème, on arrive toujours à la même cause. Pourquoi il y a des accidents? Parce qu'en fait, c'est l'apprentissage. À chaque fois, ça sera l'apprentissage. Tant que les personnes ne savent pas faire les nœuds, tant qu'elles ne sont pas sûres d'elles, etc., on les veille au maximum. Et on les veille avec les cadres de l'assaut, par exemple, ou avec les professionnels de la montagne. Tu ne sais pas faire, tu vas voir les pros, ils vont t'apprendre. Tu n'as pas encore la maîtrise de tout ça, c'est pas grave. Tu retournes encore au club et tu travailles les nœuds et tu te mets en confiance, etc., etc. Faire un nœud d'encordement quand tu es au ras du sol, voilà, c'est relativement facile, psychologiquement ça va. Par contre, refaire le nœud à 50 mètres de haut, voilà, ça demande un petit engagement, tu n'es pas dans une situation super confort, donc il faut te mettre dans des situations comme ça pour être à l'aise. Et au fur et à mesure, tu seras à l'aise. Voilà. Donc, la FFME, elle préconise pas mal de choses, hein. Elle préconise aussi, par exemple, en nœud d'encordement, le nœud en 8, bon, il n'y a pas que la FFME qui préconise ça, il y a d'autres fédérations aussi, comme la FFCAM, etc., etc. Ça ne veut pas dire que tu vois des personnes qui ne s'encordent pas avec un nœud de chaise ou un nœud de bowling. Voilà, il y en a, hein, ça arrive. Mais pourquoi on préconise plutôt le nœud en 8? Parce qu'il est plus facile à vérifier.
Voilà, il y a moins de risque d'erreur lorsque tu le fais. Pour un débutant, c'est plus facile. Tu vois, puis pour un débutant, c'est plus facile de contrôler un nœud en 8 qu'un nœud de chaise. C'est uniquement pour ça. Voilà, c'est pour ça qu'ils préconisent ces choses-là. Donc moi, je te dis juste, pose-toi les questions. Est-ce que parce que telle ou telle institution préconise quelque chose, il faut l'adopter ou pas? Alors, tu as le droit de faire comme tu veux. Tu l'adoptes ou tu l'adoptes pas. Quand tu es en montagne, c'est toi le patron, c'est toi le maître. C'est toi qui es responsable de ta sécurité et c'est toi qui gères. Donc, comme disait Messner, tu es le maître en montagne. Donc, à toi de prendre tes responsabilités. Il y a eu un autre commentaire aussi au niveau des méthodes. Voilà, au niveau des méthodes, il n'y a pas qu'une seule méthode. Moi, je te fais voir une méthode dans les vidéos. C'est une méthode de base. C'est ce qu'on appelle une méthode école. Mais des façons école, il y en a plein. Voilà, il y a telle école qui fait comme ça, il y a telle école qui utilisera de la vache, il y a telle école qui n'utilisera pas de vache pour venir s'assurer au point, etc., etc. Tu vois, c'est assez vaste. Donc, prends ce qui est bon à prendre, et si jamais ça te va, fais comme ça. Si jamais ça ne te va pas, fais comme tu le souhaites. Si tu veux faire 2 points, 3 points, 4 points, 6 points, fais comme tu le souhaites. Tu vois ce que je veux dire? Mais des écoles d'apprentissage, il y en a plein. Des méthodes d'apprentissage, il y en a plein. Et puis des façons de faire, il y en a plein aussi. Donc essaye de récupérer ce qui te va et puis laisse tomber le reste. Et puis ces méthodes sont toutes bonnes. Après, il faut juste être conscient de ce que tu fais. Voilà. Et le faire de façon méthodique. Et je t'ai déjà parlé d'une chose dans une vidéo, c'est la rupture des séquences. Quand tu commences à faire quelque chose, tu le finis. Si jamais tu as été perturbé par quelqu'un, tu arrêtes et tu recommences du début. Comme ça, il n'y aura pas de rupture de séquence. Tu es sûr de valider ce que tu fais. Il y a eu un autre commentaire sur, je crois que c'est la même vidéo. Voilà, quand tu arrives au relais, tu as les 2 points, hein, donc tu as le point haut, point bas, c'est relié avec la chaîne, puis tu as le maillon rapide sur le deuxième point en bas. Voilà, il y a eu un commentaire en me disant, oui, voilà, Siméon, moi, pour plus de confort, je me vache sur le point du haut. C'est toujours pareil. Avant, on se vachait sur le point du haut, on laissait de la place en bas, on faisait ses manips, etc. On était beaucoup plus à l'aise. Maintenant, on préconise de se vacher sur le point du bas pour laisser libre le point du haut, pour pas qu'il y ait de force exercée dessus, etc., etc. C'est toujours une préconisation. Mais si tu as envie de te vacher sur le point du haut, moi personnellement, j'y vois pas d'inconvénient. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est se vacher sur la chaîne. Tu vois, là-dessus, tu ne te vaches pas. Voilà, ça, tout le monde est d'accord. Mais par contre, te vacher sur le point du haut, pourquoi pas? Je le fais aussi. Tu sais, quand il y a du monde au relais, je vais t'expliquer un truc. Une fois, on était en montagne, enfin, ça s'est pas passé qu'une seule fois, mais pas mal de fois, quand il y a des voies qui sont assez fréquentées, on arrive au relais, il y a déjà une cordée. Voilà, il y a déjà une cordée, et puis le gars, le second, il est en train d'assurer son premier. Donc, qu'est-ce que tu fais? Lui, il a mis un HMS sur le maillon du bas, il s'est assuré, machin, etc. Toi, tu arrives, tu le laisses finir sa manœuvre, hein, bien sûr, d'assurage, etc. Puis tu attends qu'il parte avant de faire quoi que ce soit. Mais il faut bien que tu t'assures quand tu arrives. Donc moi, quand j'arrive, qu'est-ce que je fais? Je m'assure sur le point du haut. Voilà, comme ça, je ne le gêne pas. Au pire des cas, qu'est-ce que tu peux faire aussi? Tu peux t'assurer tout simplement, si jamais il y a un arbre à proximité, tu peux faire un anneau avec ta sangle, par exemple. Tu mets un mousqueton dedans et puis tu mets un primaire, ce qu'on appelle un primaire, et tu te vaches dessus. Voilà, tu peux faire ça. Autour d'un béquet, autour d'une lunule. Il n'y a rien qui t'interdit de faire ça. Tu peux le faire. Au moins, tu es sécurisé à l'écart, hein, à 1 mètre, un petit peu de distance du relais. Tu ne gênes pas ceux qui sont déjà dedans. Puis dès qu'ils partent, après, tu prends possession du relais et puis tu assures ton second pour qu'il te rejoigne jusqu'au relais. Ça peut être une solution. Mais encore une fois, c'est vrai qu'on préconise de se vacher sur le point du bas. Maintenant, à toi de voir. Hein, voilà. Est-ce que tu suis la préconisation ou pas? C'est tout simplement dans un but que si jamais ça s'arrache en bas, il reste le point du haut, quoi. Voilà. Ça évite d'arracher le tout. Bon, après, voilà. C'est toi qui juges. C'est toi qui juges. À toi de juger. Pose-toi la question.
touche les points d'ancrage, regarde si c'est solide, machin, etc. Moi, je vois pas d'inconvénient, on me bâcher au-dessus. Après, tu fais comme tu le sens. Il y a eu une question aussi, c'était dans une autre vidéo, je me rappelle plus c'était laquelle, c'était sur la cordelette de 6 mm. Tu sais, pour confectionner un autobloquant. Donc on me demandait, voilà, la cordelette de 6 mm, est-ce qu'elle a une résistance de 22 kN ou pas? La cordelette de 6 mm, elle a une résistance de 900 kg, c'est-à-dire de 0,9 kN. Donc on l'utilise spécifiquement pour faire un autobloquant ou pour faire autre chose. Je ne vais pas aller plus dans les détails. Mais si tu veux faire confectionner un relais, par exemple, avec une petite cordelette comme ça va être un peu juste de prendre du 0,9 kN. Ce qu'il faudrait prendre, c'est de la cordelette spécifique qui, elle, a une résistance de 22 kN. Ça existe, ça se vend en magasin. C'est sûr que ce n'est pas vendu à la pelle, hein, ce n'est pas vendu en rouleau, mais tu la trouves assez facilement dans les bons shops. Donc n'hésite pas à prendre cette cordelette qui est en 22 kN, comme ça sera plus sécuritaire si jamais tu veux te faire un relais avec ou si tu veux avoir une résistance de 22 kN. Il y a eu un autre commentaire aussi, c'était quoi ça? Oui, voilà, alors il y a quelqu'un qui m'a fait un commentaire sur la dernière vidéo, si je ne me trompe pas, qui m'a dit oui, je remarque que, bon, il a dit, je sais pas, je suis pas sûr, que l'encordement, lorsqu'il y a eu, comment dire, quand on faisait la vidéo sur la paroi de la frasse, la personne, quand elle s'est encordée, il a dit ouais, il me semble que la personne s'est encordée que sur le pontet, que sur un des pontets, je ne sais plus c'est lequel. Que sur un des pontets. Alors sur le baudrier, tu as le pontet du bas, c'est le pontet au niveau des cuisses, et tu as le pontet du haut, c'est au niveau de l'abdomen, au niveau de la ceinture. Voilà, tu as deux pontets. Après, ça, c'est les pontets qui sont, on va dire, plus répandus dans le marché. Après, tu as des pontets, tu as des baudriers avec deux pontets, tu as des baudriers avec un seul pontet. Hein, c'est pour éviter les erreurs, tout simplement. Donc, dans la vidéo, tu te repasseras la vidéo, mais la personne s'encorde bien sur les deux pontets. Pontet du bas, pontet du haut. Petite subtilité, si jamais tu loupes un pontet, il vaut mieux louper celui du bas. Si tu es encordé seulement avec celui du haut, ça va, entre guillemets. Tu es pris au niveau de l'abdomen, il n'y a pas de souci. Par contre, si tu t'encordes seulement avec celui du bas, là, en cas de chute, tu risques d'être défroqué. Et là, il y a un problème. Tu finis en bas directement, direct. Donc, le mieux, bien sûr, c'est de prendre le pontet du bas et le pontet du haut. Et puis comme ça, tu seras en sécurité. Mais repasse-toi la vidéo, tu vas voir que la personne s'encorde bien sur les deux pontets. Ensuite, il y a eu un autre commentaire. Tac, 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 tac. Oui. Est-ce que c'est pas préconisé d'utiliser du matériel d'assurage autobloquant mécanique lorsque c'est des débutants qui commencent l'activité? Alors, moi je ne suis pas d'accord pour que, enfin c'est mon point de vue encore personnel, hein, je ne suis pas d'accord de faire utiliser du matériel avec système autobloquant mécanique à des débutants pour leur activité la première fois qu'ils font de l'escalade. Pourquoi? En fait, on arrive toujours au même constat, c'est toujours pareil. Je pense que tu as déjà vu en salle d'escalade, bon je vais revenir après sur la différence entre mécanique et puis le tube classique, c'est-à-dire l'assureur-descendeur. Mais quand tu vas voir, par exemple, quand tu vas grimper en salle d'escalade, des fois tu as des cours de gamins. Tu vois, tu en as une dizaine. Tu as une dizaine de gamins et tu as un encadrant. Franchement, entre toi et moi, est-ce que tu crois que l'encadrant, il peut vérifier tous les gamins, alors qu'il en a déjà un sur sa corde? Voilà. Bah, t'as compris, hein. Pas la peine d'avoir fait maths spé maths sup. Donc là, en fait, la personne, elle ne peut pas contrôler tout le monde. Elle va faire un visuel. Mais sur la longueur, il y en a 5 qui grimpent. Il y en a 4 en bas. Il doit vérifier les 4 personnes.
plus vérifier en haut comment ça se passe. Oui, mets ta main là, vas-y, pousse sur la jambe, fais ceci, fais cela. Vas-y, fais une lolotte, fais ceci, fais cela. Et puis à côté, vérifier que tout le monde assure correctement. Voilà, le constat, il est là. Il est qu'on n'a pas assez d'encadrement. On n'a pas... puis bon, après, c'est un problème de coût. Hein. Je veux dire, est-ce que toi, tu es prêt à mettre ton gamin et de payer X parce qu'il va y avoir peut-être 2 encadrants ou 3 encadrants pour la séance pour 10 gamins. Tu vas dire, ouais, c'est du luxe, hein, ils sont 3, machin, etc. Alors que les autres clubs, il y a une personne. Ou les autres institutions, il y a une personne. Comment ça se fait? Moi, je préfère jouer sur le qualitatif. Au niveau de l'asso, hein, au niveau de mon asso, on est toujours un cadre pour 2 personnes, voire pour 3 personnes maximum. Voilà, comme ça, en fait, on est sûr. Et nous, on ne grimpe pas. C'est-à-dire qu'on passe voir les personnes. On n'a pas une personne sur notre corde. Donc on passe à chaque fois, on a les personnes autour de nous et on peut vérifier vraiment, voilà. C'est vraiment une vérification, une veille quoi, ce que j'appelle une veille. Et moi je préfère un apprentissage avec l'assureur descendeur, au moins tu pars de la base, étant donné que lorsque tu vas aller en montagne, tu vas l'utiliser aussi. Et il faut savoir que l'assureur descendeur, tu peux l'utiliser pour diverses choses. Tu peux l'utiliser pour assurer ton premier lorsqu'il monte. Tu peux assurer du haut lorsque ton second monte, te rejoindre. Tu peux faire une descente en rappel et tu peux faire une remontée sur corde. Voilà, c'est un système qui est polyvalent. Donc, par rapport à un autobloquant mécanique, tu ne vas pas pouvoir faire tout ça. Tu vas pouvoir faire que de la moulinette et éventuellement assurer en tête, voilà, tranquille. Mais l'élément va être beaucoup plus lourd. Donc grosso modo, qu'est-ce que tu vas faire? Quand tu vas aller faire des courses en montagne, tu vas le chanter. Tu vas le laisser de côté. Donc voilà, ça c'est mon point de vue. Après, chacun y voit midi à sa porte, hein, comme on dit. Moi, je préfère faire comme ça. Au moins, quand tu apprends avec les bonnes bases. C'est un peu comme si tu allais apprendre la cartographie orientation et tu passes directement au GPS. Voilà, le jour où les GPS ils tombent en panne, tu ne sais pas utiliser ta carte, tu ne sais pas utiliser ta boussole, tu ne sais pas utiliser ton altimètre. Et tu ne connais pas les techniques d'orientation, enfin d'orientation terrain de base. Voilà, tu sais faire juste du GPS. Voilà, moi j'en vois de plus en plus avec des téléphones portables, GPS, avec des montres GPS, des trucs comme ça, et ils ne savent pas les utiliser. Déjà. Et puis après, ça tombe en panne, on vient de voir toi parce que tu as une carte. Ah, bonjour monsieur, je peux vous demander, parce que vous avez la carte, voilà, pour aller dans cette direction-là, est-ce que je suis bien, je suis pas bon, machin, etc. Voilà. Apprends la base. Apprends d'abord la base. Et puis après, éventuellement, bah ouais, si tu veux prendre du matériel autobloquant ou si tu veux prendre du GPS, pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est un peu comme... j'ai une copine qui m'a demandé, ouais Siméon, est-ce que je peux t'emprunter ta voiture? Ça s'est passé il y a 4 semaines en arrière, 5 semaines peut-être. Bon, j'ai dit ouais, il n'y a pas de souci parce qu'en fait, elle avait un examen à passer. Enfin bon, ça c'est les détails. Et puis, elle passe à la maison, voilà, le jour d'avant, la veille de son examen, parce qu'elle est, voilà, elle assure et tout. Et puis, je lui présente la voiture, je dis bon voilà, c'est la voiture, tatati tatata, elle s'installe dedans. Bon bah je lui dis salut, tac, je commence à remonter chez moi, puis là, klaxonne, elle me fait attends Simone, il y a un problème. Je fais qu'est-ce qui se passe? Je redescends, je fais elle démarre pas, qu'est-ce qui se passe? Non en fait ta voiture, c'est une boîte manuelle. Puis moi j'ai passé le permis automatique. Ok, donc tu as passé le permis automatique, tu peux pas conduire de la manuelle. Voilà, je savais pas, j'ignorais ça. Voilà. Bah moi je partirais d'abord de la base. J'apprends d'abord sur des véhicules manuels. Avec un permis manuel, tu peux conduire une voiture automatique, mais l'inverse, tu peux pas faire. Ouais. Bon, bah, on a encore beaucoup de voitures manuelles hein, sur France, hein, pas encore que des automatiques. Bon bah voilà, c'était juste, c'était juste cette petite histoire que je voulais te partager. Bah écoute, j'espère que cette petite vidéo réponse aux commentaires t'a plu. Je pense que je vais en faire d'autres parce que, comme je te l'ai dit, pour répondre à tous les commentaires cet été, ça va être un peu chaud. Mais n'hésite pas à me poser tes questions en commentaire dans les vidéos. Je les récupérerai, puis j'en ferai un petit pack, je ferai un petit pack vidéo. Voilà, tranquille. Donc, comme je te le disais, ces commentaires sont super constructifs. Hein. Vous avez des commentaires constructifs, vous posez des questions, c'est normal, c'est bien.
mais posez-vous des questions posément. Voilà, on préconise ça, machin, etc. Est-ce que c'est la bonne solution ou pas? C'est à toi de te poser la question. Voilà. Je vais fabriquer une vache, voilà, une longe de repos. Est-ce que je la fabrique moi ou est-ce que je vais l'acheter au magasin? Voilà. Est-ce que je suis sûr de ce que je vais faire ou pas? Si je ne suis pas sûr, je préfère l'acheter au magasin. Voilà. Si je suis sûr, je la fais moi. Éventuellement, si je suis à moitié sûr, je la fais contrôler par un expert, hein, par quelqu'un qui connaît, qui sait faire des nœuds et puis qui sait me contrôler tout ça. Tu vois, pose-toi plein de questions parce que quand tu seras en montagne avec ton binôme, ton compagnon de cordée, et puis il va falloir faire, je sais pas moi, une réchappe ou un truc comme ça. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait? On la fait ou on la fait pas? Mince, il n'y a qu'un seul point. Qu'est-ce que je fais? Je descends ou pas? Voilà. Pose-toi plein de questions. Bon, tout ça, on verra plus tard, hein, ce type de vidéo là. Attention, c'était encore une vidéo, c'est de mon point de vue. Je pars de mon point de vue personnel. Après, tu verras, il y a beaucoup de guides, il y a beaucoup de professionnels qui ont leur manière de faire. Il y a des guides, voilà, ils ne vont pas déroger à la règle. Eux, ils feront nœud d'encordement en nœud de chaise. Voilà, c'est comme ça. Toi, tu arrives, tu as ton nœud de 8, machin, etc. Lui, il a un nœud de chaise. Ah bon, bah d'accord, on préconise ça. Oui, mais il a appris à faire un nœud de chaise, il sait le contrôler, il le maîtrise à la perfection. Comme ça, si tu maîtrises les choses, tu as un problème de connaissance en fait. Quand tu auras la connaissance, comment dire, une grosse connaissance en fait, hein, spécifiquement par exemple sur les nœuds d'encordement, sur les divers nœuds d'encordement, on va en prendre que deux, le nœud en 8, le nœud de chaise, tu verras après que ça sera hyper facile pour toi de contrôler un nœud de chaise. Donc ça posera aucun problème pour toi de réaliser un nœud de chaise et d'apprendre un nœud de chaise à tes compagnons de cordée par exemple. Ça peut être un exemple. Mais c'est vrai qu'on préconise le 8 parce qu'il est plus facile à vérifier. Et on préconise aussi autre chose. Pourquoi? Pour limiter des accidents, etc. etc. Voilà. Eh bien écoute, je te laisse. N'hésite pas à laisser tes commentaires, encore une fois. Et puis moi je te dis à bientôt. Arbipa.